Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre point actu du jour. Commençons avec quelques nouvelles. Parlons tout d'abord pétrole et plus précisément de l'Arabie Saoudite qui est le plus grand exportateur de pétrole au monde. Selon un rapport déclassifié du directeur du renseignement national, le prince héritier de l'Arabie Saoudite serait responsable de la mort du journaliste du Washington Post, Jamal Khashoggi. Khashoggi est un journaliste et dissident basé en Virginie qui a disparu en Turquie en 2018. Le rapport indique que le prince Mohammed bin Salman a approuvé l'opération en Turquie pour capturer ou tuer Khashoggi. Le rapport précise qu'il est extrêmement improbable que cela se soit produit sans son approbation, notamment parce que le prince héritier a un contrôle total sur la sécurité et les organisations de renseignement depuis 2017. C'est la première fois que les États-Unis désignent le prince héritier d'Arabie Saoudite comme responsable du meurtre de Khashoggi. Mais certains se demandent pourquoi le rapport est publié maintenant. D'autres soulignent que seulement 3/4 des pages concernent le meurtre de Khashoggi dans le rapport. Voici l'extrait cité. Nous estimons que le prince héritier d'Arabie Saoudite Mohammed bin Salman a approuvé une opération à Istanbul en Turquie pour capturer ou tuer le journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Le rapport poursuit en disant « Nous basons cette évaluation sur le contrôle du prince héritier sur la prise de décision dans le royaume, l'implication directe d'un conseiller clé et de membres du détachement de protection de Mohammed bin Salman dans l'opération, ainsi que le soutien du prince héritier à l'utilisation de mesures violentes pour faire taire les dissidents à l'étranger, y compris Khashoggi. » Depuis 2017, le prince héritier a le contrôle absolu des organisations de sécurité et de renseignement du royaume, ce qui rend très improbable que les responsables saoudiens aient mené une opération de cette nature sans l'autorisation du prince héritier. Fin de citation. Aujourd'hui, beaucoup de gens font remarquer que le rapport n'énumère aucune preuve. Le rapport dit « nous évaluons », mais n'ajoute rien d'autre. Il n'y a pas de source confidentielle, même anonyme ou censurée, ni même de preuves matérielles. Plus loin sur la page, le rapport dit, je cite, « Le prince héritier a probablement favorisé un environnement dans lequel les aides craignaient que l'incapacité d'accomplir les tâches assignées puisse l'amener à les licencier ou à les arrêter. Probablement n'est pas un mot très fort. C'est assez suggestif, mais pas concluant. » L'Arabie Saoudite a d'ailleurs répondu au rapport. Elle a déclaré qu'elle rejette complètement ce qu'elle a appelé l'évaluation négative, fausse et inacceptable des services de renseignement américains. Le ministère des Affaires étrangères affirme que le crime a été commis par des individus qui ont violé les règlements et que le Royaume a pris des mesures pour s'assurer que cette tragédie ne se reproduise jamais. Biden, de son côté, a déclaré qu'il ne va pas punir directement le prince héritier. C'est ce qu'affirme le New York Times, citant des hauts fonctionnaires de l'administration. C'est parce que le prix à payer pour saboter les relations d'un allié des États-Unis est trop élevé. L'Arabie Saoudite joue également un rôle important sur la scène géopolitique. En effet, selon le New York Times, les responsables affirment que l'Arabie Saoudite joue un rôle vital dans la lutte contre l'Iran et le terrorisme. Perdre un tel allié coûterait trop cher. Bien sûr, cela n'a rien à voir avec le fait que l'Arabie Saoudite exporte 15% de son pétrole brut aux USA, juste après la Chine et le Japon. Bien. Les mesures prises jusqu'à présent par les États-Unis ont consisté à prendre des sanctions contre certains Saoudiens soupçonnés d'être impliqués dans l'assassinat de Khashoggi et des sanctions contre d'autres, dont un ancien chef adjoint des services de renseignement. Mais le prince n'a pas été touché. Selon une transcription de CNN, l'attaché de presse de la Maison-Blanche Jen Psaki a été pressé de parler des actions du gouvernement Biden depuis la publication du rapport. Dans l'intervention sur CNN, Mme Psaki a été interrogée sur les raisons pour lesquelles le prince héritier ne figurait pas sur la liste des Saoudiens sanctionnés. Selon Mme Psaki, c'est parce qu'historiquement, aucune sanction n'a été mise en place pour les dirigeants des gouvernements étrangers avec lesquels nous avons une relation diplomatique et même lorsque nous n'en avons pas. Fin de citation. Psaki a poursuivi en disant qu'il doit être clair que nos relations avec l'Arabie Saoudite est une relation qui est dans l'intérêt des États-Unis de maintenir,
tout en étant clair qu'elle sera recalibrée. Nous allons les tenir responsables des violations des droits de l'homme et nous allons prendre des mesures, y compris les actions annoncées par le département d'État et le département du Trésor vendredi. Alors on pourrait se poser la question pourquoi publier un rapport qui ne semble pas présenter de preuves concluantes. Certains évoquent l'accord nucléaire iranien comme motivation, notant que cela donne une meilleure image de l'Iran, et puisque les États-Unis sont en pourparlers pour revenir sur l'accord nucléaire iranien, certains disent que c'est une monnaie d'échange. L'administration Biden doit faire une annonce sur l'Arabie saoudite cette semaine. L'administration a été critiquée par un éditorial du Washington Post et par d'autres pour ne pas avoir été plus sévère envers le prince héritier d'Arabie saoudite. Le Washington Post a publié un commentaire intitulé « Bien disons que ce n'est pas vrai, Joe ». Fin de citation. Et passons maintenant à la première apparition publique de Trump depuis qu'il a quitté ses fonctions. S'exprimant sur le CPAC dimanche, Trump a laissé entendre qu'il se présenterait en 2024. Il a dit « Bonjour CPAC, je vous manque déjà ?» Lors de son discours très attendu, l'ancien président Trump dit à ses partisans que le mouvement MAGA est bien vivant, ajoutant que le voyage qu'ils ont commencé est loin d'être terminé. Dans son discours d'1h30, il a donné un coup de massue à l'administration Biden, en disant que Biden avait le premier mois le plus désastreux de tous les présidents dans l'histoire moderne. Il a averti que Biden suit une voie socialiste radicale qui pourrait conduire l'Amérique au communisme. Il a également critiqué la politique d'immigration de Biden, affirmant qu'elle a conduit à un flux d'immigrants illégaux, en particulier de mineurs. Trump a déclaré que les politiques d'immigration radicales de Biden ne sont pas seulement illégales, elles sont immorales, elles sont sans cœur et elles trahissent les valeurs fondamentales de notre nation. Trump a ensuite fait allusion à sa propre réélection. Il a dit, je cite, « Qui sait, je pourrais même décider de les battre une troisième fois. » Fin de citation. Un président républicain fera un retour triomphal à la Maison-Blanche. Je me demande bien qui ce sera. Je me demande bien qui ce sera. Fin de citation. D'autres critiques ont été formulées comme l'adhésion à l'Organisation mondiale de la santé, le retour à l'accord de Paris sur le climat et l'annulation du pipeline Keystone XL. Il a également demandé à Biden d'ouvrir les écoles dès maintenant en disant plus de retard dû à des intérêts particuliers. Mais il n'y a pas que les démocrates. Trump a également creusé la brèche au sein du Parti républicain en nommant chaque républicain qui a voté contre lui par son nom en disant « Débarrassez-vous de tous ». Il a également rejeté toute affirmation selon laquelle il créerait un troisième parti en disant « Nous avons un parti républicain, je ne vais pas créer un nouveau parti, c'était une fausse nouvelle, non, une fausse nouvelle, ce ne serait pas génial. Commençons un nouveau parti et divisons notre vote pour que vous ne puissiez jamais gagner, non, ça ne m'intéresse pas. » Fin de citation. Alors quels sont ses objectifs pour l'avenir ? Selon M. Trump, l'intégrité des élections à venir est une priorité absolue. Il poursuit en disant que l'élection a été truquée et que la Cour suprême n'a pas eu le courage de se saisir du procès de contestation des élections au Texas. Il s'en est également pris à la Big Tech, appelant à l'éclatement des monopoles de la grande technologie. Cela survient environ un mois après que Twitter, Facebook et Google aient suspendu ses comptes de médias sociaux. Trump a également abordé la question de la Chine en déclarant « Nous croyons qu'il faut tenir tête à la Chine, mettre fin à la sous-traitance, ramener nos usines et nos chaînes d'approvisionnement et veiller à ce que ce soit l'Amérique et non la Chine qui domine l'avenir. » Ajoutant « Les entreprises qui quittent l'Amérique pour donner des emplois en Chine et d'autres pays qui nous ont arnaqués pendant des années ne devraient pas être récompensées. Elles devraient être taxées, mises à l'amende et punies. » Il a poursuivi en disant « L'avenir du Parti républicain est un parti qui défend les intérêts, les valeurs sociales, économiques et culturelles des familles américaines qui travaillent de toute race, couleur et croyance et que les républicains croient que les besoins des citoyens ordinaires doivent passer en premier. » Fin de citation. Passons maintenant à New York où le gouverneur Andrew Cuomo doit faire face à des appels à la démission alors qu'il se trouve mêlé à des scandales de harcèlement sexuel et qu'il cherche à savoir comment il a géré la pandémie. Une deuxième ancienne assistante accuse Cuomo de harcèlement sexuel. Elle a déclaré au New York Times que Cuomo lui avait posé des questions sur sa vie sexuelle, notamment
pour savoir si elle avait déjà eu des relations avec des hommes plus âgés. Cuomo a déclaré au New York Times qu'il ne lui avait jamais fait d'avance, ajoutant « Je n'ai jamais non plus eu l'intention d'agir de manière inappropriée ». Cela survient quelques jours après qu'une autre assistante ait prétendu que le gouverneur ait fait plusieurs gestes inappropriés à son égard. Cuomo a également nié ces allégations. Le procureur général de New York a rejeté la proposition du gouverneur Andrew Cuomo de choisir un avocat pour enquêter sur les allégations d'abus sexuels à son encontre, après que le bureau de Cuomo ait fait la marche arrière dimanche sur un plan visant à choisir son propre enquêteur. Aujourd'hui, le procureur général Letitia James déclare qu'il est essentiel que Cuomo renvoie officiellement l'affaire à son bureau pour enquête, ce qui lui donnerait le pouvoir d'assignation et garantirait une enquête impartiale. L'administration de Cuomo a déclaré samedi qu'elle avait choisi une ancienne juge fédérale, Barbara Jones, pour mener une enquête sur les revendications, mais cela n'a pas satisfait les personnalités démocrates de premier plan, dont la représentante américaine Alexandra Ocasio-Cortez de New York, qui a tweeté, je cite, « Il doit y avoir une enquête indépendante et non pas une enquête menée par une personne choisie par le gouverneur. » Fin de citation. Dimanche, le bureau de Cuomo avait demandé au procureur général de l'État et au juge en chef de la cour d'appel de choisir l'enquêteur, disant qu'il voulait éviter même la perception d'un manque d'indépendance ou d'une interférence politique. Mais James a répondu en disant que le gouverneur doit faire un renvoi officiel à son bureau en vertu de la loi exécutive de l'État. Ces dernières semaines, il y a également fait l'objet d'un examen minutieux pour la façon dont il a géré la pandémie. Selon des rapports, son bureau aurait sous-estimé ou dissimulé le nombre de décès dans les maisons de retraite l'année dernière. Une enquête menée par le procureur général de New York, Letitia James, a révélé que l'État pourrait avoir sous-estimé le nombre de décès de 50%. Les républicains et un certain nombre de démocrates de l'État ont demandé à Cuomo de démissionner en raison des décès survenus dans les maisons de retraite. Certains républicains de New York ont suggéré la mise en accusation, tandis que les démocrates ont proposé de dépouiller Cuomo de son pouvoir exécutif. Cuomo, de son côté, a nié tout acte répréhensible et a déclaré « La vérité, c'est que nous étions au milieu d'une terrible pandémie. La vérité, c'est que Covid s'attaque aux personnes âgées. Et la vérité, c'est qu'avec tout ce que nous savons, des gens meurent encore. » Fin de citation. Pour rappel, Cuomo s'était fait connaître au niveau national grâce à ses briefings télévisés quotidiens au début de la pandémie du coronavirus, lorsque New York était l'épicentre du virus aux États-Unis. Le maire de New York, Bill de Blasio, a déclaré dimanche qu'il fallait maintenant mener 2 enquêtes indépendantes, l'une sur la conduite de Cuomo et l'autre sur les décès dans les maisons de retraite. Des questions de cette ampleur ne peuvent rester sans réponse pour les New-Yorkais alors que nous luttons contre la pandémie et une crise économique, dit-il. Il y a aussi des demandes pour une enquête indépendante. La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a déclaré lundi que les allégations contre Cuomo sont crédibles et a soutenu une enquête indépendante. La secrétaire de presse de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a déclaré à CNN que Biden soutient également une telle enquête. Un sénateur de l'État de New York a également publié une déclaration appelant à la démission de Cuomo. Il a déclaré, je cite, « En tant que New-Yorkais, législateur, président de la commission sénatoriale d'éthique et de gouvernance interne et survivant d'abus sexuels, je demande la démission du gouverneur Cuomo. » Fin de citation. Un conseiller municipal new-yorkais, Carlos Menchaca, s'est également fait l'écho des appels à la démission de Cuomo. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Prenez soin de vous et je vous dis à demain.